Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons continuer le travail démarré avec les États généraux de l'alimentation. Vous vous rappelez qu'on avait fait deux séances au niveau départemental pour travailler les ateliers qui étaient déjà travaillés au niveau national. Et puis chacune des circonscriptions avait géré comme il l'entendait la suite, avec ses spécificités. Voilà. Donc on va continuer avec effectivement les articles de la loi qui arrivent, le projet de loi donc écrit par le gouvernement, qui arrive à l'Assemblée en commission à la fin du mois et dans l'hémicycle la semaine du 10 avril. L'intérêt, c'est vraiment de recueillir encore une fois vos avis, vos idées, vos remarques. C'est un projet de loi que le ministre Stéphane Travert a présenté en Conseil des ministres le 31 janvier dernier et qu'on doit examiner fin mars en commission, en avril dans l'hémicycle. Un projet très attendu qui est la traduction législative des États généraux de l'alimentation, grand processus d'intelligence collective inédit, puisqu'ayant rassemblé 1000 participants professionnels à Paris, 74 événements territoriaux, 156 000 visiteurs sur la plateforme Internet, avec des vraies propositions à l'issue qui se traduisent dans ce projet de loi. La première partie de ce projet de loi doit permettre à ces filières qui sont en crise, soit conjoncturelle, soit structurelle, de retrouver une rentabilité économique qu'elles ont perdue aujourd'hui pour la plupart. Pourquoi on a voulu faire cette transition agricole? Parce qu'on a des modèles aujourd'hui qui sont à bout de souffle, on le voit. Le président de la République l'a rappelé lors de son discours de Rungis, qu'on ne peut plus continuer avec des systèmes productivistes qui ne sont pas compétitifs. Donc cette transition agricole-là, elle est importante et on le voit à travers ce projet de loi qui l'accompagne. On a notamment des mesures d'une alimentation plus saine, plus durable, plus locale dans les restaurations collectives. On le voit avec la séparation de la vente et du conseil pour les produits phytosanitaires. On a un plan de réduction des produits phytosanitaires. Donc on a un projet de loi qui est volontaire et les députés continuent d'y travailler pour qu'il soit le plus volontariste possible sur ce thème de la transition agricole, parce que c'est un enjeu environnemental, de société et d'emploi. En premier, c'était Célia de la Verne, qui est députée dans la Drôme, mais juste derrière, puisqu'elle est sur le Vercors. Et en fait, elle est intervenue parce que c'était elle, la coordinatrice des ateliers nationaux au niveau des États généraux de l'alimentation. Voilà. Ensuite, Jean-Baptiste Moreau, je ne sais pas si on le présente encore, mais c'est un agriculteur de la Creuse qui s'est engagé auprès du président de la République depuis le début au niveau de l'agriculture. Et dans la future loi, il sera rapporteur de la loi chez nous. Voilà. Et puis ensuite, c'est Sandrine Lefeur, que vous avez entendu, qui est elle aussi agricultrice, mais productrice de légumes et en bio exclusivement. Quand un projet de loi écrit par le gouvernement arrive à l'Assemblée, il y a effectivement une commission qui est saisie au fond et parfois une commission qui est saisie pour avis. Pour cette nouvelle loi sur l'agriculture, c'est comme ça que ça se passe, puisque c'est la Commission des affaires économiques qui est saisie au fond. Et donc c'est Jean-Baptiste Moreau, que vous avez vu, qui sera rapporteur. Et je serai moi-même responsable de texte pour La République En Marche. Responsable de texte, ça veut dire qui organise les débats de ses collègues députés autour de ce qu'on pourrait dire et compléter au niveau de la loi. Et comme il y a une grande partie de la loi, surtout au niveau du titre 2, qui concerne le développement durable, avec l'environnement, le bien-être animal, etc., la commission du développement durable est saisie pour avis. Et là aussi, il y a de nommer, alors pas un, mais une rapporteure et une responsable de texte. La rapporteure s'appelle Laurence Maillard-Meignery, c'est une députée de Bretagne. Et la responsable de texte pour le développement durable, ça sera Sandrine Lefeur, que vous avez vue là, et donc qui est agricultrice. Quel regard portez-vous sur la démarche engagée dans le cadre des États généraux de l'alimentation ? D'abord, je crois qu'il faut quand même saluer cette initiative du président de la République, du gouvernement et du ministre de l'Agriculture. C'était quelque chose d'assez inédit, de pendant plusieurs semaines de mettre autour de la table toutes celles et ceux qui étaient concernés par ce sujet. Sur le plan de la méthode, ça me semblait quelque chose d'intéressant parce que très ouvert et ça permet de parler de l'agriculture. Mais écoutez, je pense que c'est une démarche très positive dont l'État a l'initiative et surtout le faire dans une démarche vraiment très intéressante de concertation entre les différents acteurs de la filière, à savoir les producteurs,
les industriels, les distributeurs, voire peut-être même les concitoyens, consommateurs, qui sont également intégrés à la démarche, et ça c'est un bon point. Moi, je dirais que l'originalité de la démarche, c'est que avant que ça soit discuté dans l'hémicycle aussi bien de l'Assemblée que du Sénat, il y a eu un travail important de terrain avec les concernés par les états généraux. Donc quand même les principaux concernés sont quand même les agriculteurs. On l'en vienne entendre dans nos campagnes, sur nos territoires, dans tout ce grand monde rural, un peu nos attentes, ce qui va, ce qui ne va pas. Un regard très intéressé et très positif parce que je trouve que ces états généraux de l'alimentation auxquels j'ai participé ont été menés de main de maître par Monique Limon d'abord, mais surtout ont permis, je crois, l'établissement d'un véritable dialogue entre les élus, les agriculteurs et les autres partenaires de la chaîne alimentaire en France. Être à l'écoute, entendre, et puis surtout se nourrir de ce qu'on entend pour porter des propositions qui soient concrètes et qui répondent à de vrais problèmes. Quelles mesures phares ou principales mesures retenez-vous de ce projet de loi? Pour moi, la plus importante, c'est l'article 1, c'est le calcul des coûts pour que à la fois nos agriculteurs puissent fixer comme n'importe quel chef d'entreprise eux-mêmes le prix de leurs produits. Bien sûr, l'inversion du processus de construction des prix, c'est quand même un des socles qui va permettre, en tout cas c'est ce que nous espérons, qui va permettre une meilleure rémunération des producteurs à la base, des agriculteurs. La volonté d'introduire une part significative, enfin au moins la moitié, au moins 50% de produits bio dans la restauration collective, c'est aussi la reconnaissance de l'importance d'une agriculture et d'une alimentation de qualité, saine et traçable. De toute façon, la mesure qui doit passer et qui doit arriver, mais réellement après qui doit assurer ce qui était prévu, c'est celle de l'équité de traitement entre l'agriculteur, le transformateur et le commerçant. Mais le fait de pouvoir partir maintenant dans une dynamique différente en termes d'établissement des prix, à savoir peut-être partir plus d'un coût de revient que d'un prix final, c'est vraiment intéressant. Maintenant, il faudra voir comment est-ce qu'on peut l'encadrer légalement peut-être et le mettre en œuvre concrètement sur le terrain dans les prochains mois, les prochaines années. Le volet relations commerciales me semble assez déterminant. Moi, je crois que l'essentiel, c'est que les agriculteurs peut-être soient fiers de leur métier. Ils ont un honneur à retrouver. Ils veulent enfin vivre dignement de leur travail et donc d'avoir des prix corrects. 3 points très importants. La formation, tout ce qui est recherche et expérimentation. L'alimentation a un coût. Et il faut aussi que les consommateurs en prennent conscience. Il faut que cette loi existe. Il faut que cette loi, mais réellement, apporte ce que l'on attend depuis très longtemps. Donc merci aujourd'hui d'être présents aux côtés de nos parlementaires. Merci mesdames, messieurs les parlementaires d'assurer ces échanges citoyens qui sont fondamentaux pour qu'on puisse progresser. Fixé par exemple pour une année où l'agriculteur pourrait quand même voir clair dans son travail. Je pense que là il y a un gros coup d'accélérateur depuis quelques années et donc bien sûr l'enseignement doit évoluer. Donc vous voulez un peu enterrer très violemment des agriculteurs qui se retrouvent dans des cas de maltraitance animale alors qu'ils sont pratiquement pour rien. Puisqu'on parle des contrats, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Donnez donc des contrats types et on verra bien si c'est jouable ou pas. Moi je dis que si pour finir dans l'alimentation où 40% des gens doivent bien bouffer et 60% ils bouffont de la merde. On sur des molécules qui sont biodégradables, où on ne trouve pas de traces dans les produits. Là, c'est une politique intelligente. Là, il facture une assiette de crédité. Donc pour lui, elle est locale parce qu'il y a donc les 20% dedans, mais nous, on ne peut pas, enfin, les personnes qui sont en charge de ça ne peuvent pas le vérifier. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait une cellule de concertation entre la DGCCRF, un département, puisqu'il y a des agents dans chaque département, et les différents services de restauration? J'ai entendu qu'on ne s'adressait qu'aux personnes publiques. Rendre obligatoire la concertation, la consultation des usagers qui mangent. Par exemple, les malades de l'hôpital ou les personnes âgées de la maison de retraite. Je pense que cette loi, elle manque singulièrement de son chiffre clair. Donc il y a une redevance que nous payons sur nos phytoconsommés. Et si vous allez acheter en Espagne, vous échappez totalement à ça. Je préférerais qu'on s'attarde là-dessus, parce que c'est vachement plus important que la mesure rabais ristourne. Ça ne sera pas très compliqué quand même pour n'importe quel négociant de monter une
petite société à côté dans laquelle sont réunis ces conseils techniques. Il y aura donc des comptabilités séparées. Nous sommes surtout attaqués au titre 2, avec énormément d'interventions et de remarques, en particulier sur l'article 11, qui porte sur la restauration collective, pose plutôt sur la fiabilité que l'on peut avoir dans les pourcentages donnés, voire mettre en place un observatoire de la qualité réelle produite. Ce que j'en retiens, c'est très dubitatif sur l'effectivité de la contractualisation. Ce dont vous souffrez, c'est la disparité entre le bio français avec ses normes et avec ses obligations et le bio qui vient d'ailleurs. Vous avez souligné que pour les coopératives et pour les ordonnances sur l'organisation et le fait de rendre un peu plus transparent nos coopératives, on allait dans le bon sens. Aller vers du qualitatif, par exemple un label ISER, ok, mais avec un cahier des charges bien précis et une bonne communication. Et ensuite, on a dit qu'il faut un prix juste et ferme. Effectivement, tout produit a un coût qu'on ne peut pas acheter à n'importe quel prix et qu'il faut, en plus de ça, harmoniser au niveau de l'Europe. Sachez que toutes vos remarques seront portées, je les porterai et je regarderai si effectivement elles s'inscrivent dans un amendement écrit, produit par mes collègues parlementaires. Il ne faut pas qu'il y ait des bananes bio achetées dans la restauration collective. Parce que les bananes bio d'importation ont des traitements, sont traités par des molécules qui sont interdites par l'Union européenne. On avait évoqué ça d'ailleurs pendant la deuxième matinée des EGA. Écoutez, merci beaucoup. Je reviendrai forcément.